Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une analyse d'action, donc cette fois d'Energy Recovery. Alors Energy Recovery, c'est une entreprise que je pense vous ne connaissez pas parce que c'est une small cap, elle fait moins d'1 milliard de capitalisation boursière, ce qui fait que c'est une entreprise vraiment de niche, qui est dans un secteur qui est très intéressant, qui est la thématique de l'eau. Et vous allez voir, en fait, c'est une entreprise qui actuellement est un peu délaissée par les investisseurs, mais qui a, selon moi, un très beau potentiel, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Alors Energy Recovery, sous le ticker ERII, c'est une entreprise basée aux États-Unis qui est le leader mondial absolu de l'efficience énergétique pour l'eau, en tout cas dans les usines de dessalement. Donc c'est une entreprise de Londres qui rend la création d'eau potable techniquement et financièrement viable sur toute la planète. Et quand une usine de dessalement d'eau de mer par osmose inverse se construit dans le monde, elle passe presque obligatoirement par eux. Il faut savoir qu'il y a plusieurs processus qui existent pour dessaler de l'eau de mer. Le plus utilisé actuellement, c'est, justement le dessalement par osmose inverse parce qu'en fait, c'est celui qui coûte le moins cher en énergie. Donc on estime qu'à peu près 75 du parc, d'usines de dessalement, utilise cette technologie-là et sur les futures commandes de nouvelles usines de dessalement, c'est à peu près 85 à 90 des nouvelles usines qui vont être construites qui utilisent ce processus. Alors Energy Recovery, que propose-t-il? Donc en fait, ils ont, en gros un seul produit, on va dire, qui s'appelle le PX, donc pour Pressure Exchanger. C'est une pièce en céramique ultra sophistiquée conçue pour durer 30 ans sans aucune maintenance. En fait, c'est quelque chose qui tourne en gros, je vais vous mettre à l'image à quoi ça ressemble, mais c'est, comme une sorte de turbine qui tourne et qui sert à séparer, le sel de l'eau de mer et également, d'autres choses qu'on pourrait retrouver dans l'eau de mer pour en faire de l'eau potable tout simplement et son rôle, en fait, il est, très intéressant parce qu'il sert à récupérer l'énergie de la pression que l'eau, enfin de l'eau qui va être rejetée, pour la réinjecter dans le système, de la centrale. Ce qui fait que ça va permettre en fait aux usines d'économiser jusqu'à 60 d'électricité par rapport à un processus, par exemple thermique comme certaines centrales, enfin comme certaines usines peuvent avoir. Leur produit phare donc c'était le PXQ400 qui avait une efficacité à peu près de 97%, et ils viennent tout juste de sortir le PXQ650, qui a une efficacité énergétique de 99%. Donc en fait, on est littéralement au maximum de ce qu'on peut faire dans ce produit-là, tout simplement. Et c'est un produit, donc un nouveau modèle qui va être encore plus efficace et qui va porter toute la croissance de l'entreprise sur les prochaines années. En ce qui concerne le business model, alors leur force, c'est qu'avec ce produit, ils détiennent un quasi-monopole avec environ 90% de part de marché mondial sur ces tubes d'osmose inverse, justement. Donc c'est une véritable machine à cash parce qu'ils vendent des composants qui sont hautement technologiques avec des marges brutes proches du secteur du luxe de 64%. Ce qui est juste énorme hein, pour de l'industrie, hein, tout simplement. Et le seul vrai point faible du modèle économique, c'est qu'il dépend de méga contrats d'infrastructure. Et si un projet prend du retard à cause d'une guerre, par exemple, comme il peut se passer au Moyen-Orient en ce moment, le chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre peut plonger. Et vous allez voir, c'est ce qui se passe clairement pour cette entreprise, ce qui fait qu'actuellement, elle est vraiment délaissée par les investisseurs. En ce qui concerne son avantage concurrentiel, donc face à Energy Recovery, on retrouve des géants comme Danfoss ou Flowserve, mais là où ses concurrents utilisent de l'acier et des dizaines de moteurs ou de pistons qui s'usent et tombent en panne, Energy Recovery, en fait, leur pièce, elle a une céramique qui est exclusive et qui est plus dure que le diamant et qui fait qu'elle résiste extrêmement longtemps sans maintenance. Energy Recovery garantit donc une machine qui tourne non-stop pendant 30 ans sans aucun entretien et c'est ça qui leur permet de garder leurs 90% de part de marché. En ce qui concerne les avantages concurrentiels, donc plus communément appelés les moats, l'entreprise en possède trois qu'on peut remarquer. Donc il y a tout d'abord les actifs intangibles. Donc son avantage concurrentiel, ça repose lourdement sur des brevets et sur un secret industriel exclusif concernant l'usinage de la céramique de haute précision. Les échangeurs de pression sont conçus pour fonctionner dans des conditions de salinité et de pression extrême, offrant une durée de vie supérieure aux usines elles-mêmes, donc ce que je disais, plus de 30 ans. Et ce niveau de performance technique a fait de la marque un standard incontesté du marché du dessalement de l'eau, créant une barrière à l'entrée réputationnelle et technologique infranchissable pour de nouveaux acteurs. Ensuite, le deuxième mot, c'est le coût de changement. Parce que vous en doutez, mais quand on a une telle technologie, on n'a pas envie forcément de changer pour passer, enfin pour tester une technologie qui marcherait moins bien, voire qui marcherait pas. Donc, ce qui fait que les échangeurs de pression qui sont actuellement le cœur battant des usines de dessalement par osmose inverse sont d'une criticité absolue. Une panne entraînerait un arrêt complet de la production d'eau potable, des pertes financières colossales au quotidien et potentiellement un risque parce qu'il y aurait un manque d'eau pour certaines zones géographiques qui ne peuvent pas faire autrement que utiliser des usines de dessalement pour s'approvisionner en eau. Par conséquent,
Les opérateurs d'usines refusent de prendre le risque d'abandonner cette technologie qui est ultra fiable pour tester un produit concurrent, même si le produit concurrent en question serait légèrement moins cher à l'achat, ils préfèrent payer plus cher et avoir, la sérénité et la sécurité. Et pour finir donc, le dernier mot, c'est l'efficience d'échelle, parce que cette entreprise, elle évolue dans une niche qui est très spécifique et comme elle y détient une part de marché déjà écrasante, un concurrent potentiel, ça demanderait d'investir des sommes massives, en recherche, en développement et en phase de test pour tenter d'égaler cette technologie qui fait déjà figure de norme mondiale, donc ce serait tout simplement un non-sens économique et comme le marché est tout simplement trop restreint pour justifier les coûts d'entrée nécessaires, ça empêche l'émergence de concurrents plus grands. En ce qui concerne le marché, donc comme vous le savez, avec le réchauffement climatique, la planète va connaître un stress hydrique mondial qui va être de plus en plus important, pardon. Donc d'après l'ONU, d'ici 2030, le besoin en eau devra augmenter de plus de 50%, tout simplement de par les industries, les data centers, etc. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin de plus en plus d'eau et paradoxalement, on va en manquer de plus en plus. Cela fait que, d'après McKinsey, ça va amener une crise structurelle dès 2040. En fait, on risque de manquer d'eau si on fait rien. Et d'après les scientifiques, on risquerait d'avoir des pénuries généralisées vers 2050. Donc tout ça réuni fait que la vague actuelle de construction d'usines de dessalement pour répondre au stress hydrique mondial est historique et elle va s'accélérer massivement d'ici 2030 parce que l'accès à l'eau potable, comme vous le savez, c'est une priorité qui est vitale et absolue pour les gouvernements, ce qui fait que le carnet de commandes à long terme d'Energy Recovery bénéficie d'une tendance lourde et inévitable. Parce que, chose à savoir, mais le marché du dessalement devrait plus que doubler d'ici 2034. Et afin de maintenir son hégémonie au-delà du dessalement classique, Energy Recovery mise désormais sur sa gamme PX ultra haute pression pour conquérir le marché privé des eaux usées industrielles, donc un secteur qui est en fait en pleine explosion sous l'effet des nouvelles réglementations environnementales et mondiales. Alors on se retrouve directement sur Bagger pour parler maintenant des chiffres. Donc comme vous pouvez le voir, Energy Recovery qui se paye actuellement 8 dollars par action, qui est donc comme je disais une small cap. Sa capitalisation elle est de 414 millions de dollars au moment où je parle. Donc c'est une boîte américaine. Quand on regarde son graphique, alors d'ailleurs vous pouvez voir mes points d'entrée parce que j'en ai en portefeuille. Je vous expliquerai d'ailleurs mes convictions après par rapport à cette boîte. Mais quand on regarde son cours de bourse par rapport à son introduction, en fait tout simplement elle est plus basse qu'au moment où elle était introduite en 2008. Donc actuellement c'est une entreprise qui est clairement un mauvais choix d'investissement, en tout cas sur le long terme. Par rapport aux performances qu'elle a eues au passé, et enfin par le passé. Et en fait, si vous aviez tout simplement choisi du S&P 500, comme on peut le voir si on met la comparaison, vous auriez tout simplement explosé cette entreprise, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc la question que moi je me pose actuellement, c'est que le passé c'est quelque chose, mais qu'est-ce que ça risque de donner dans le futur? Alors on va passer directement à l'analyse quantitative des chiffres. Donc comme vous pouvez voir, c'est une boîte qui en fait a un chiffre d'affaires qui est en augmentation depuis 2003, depuis qu'elle a commencé, qui est en belle augmentation parce que tout simplement elle gagne à peu près 17%, enfin son chiffre d'affaires augmente d'à peu près 17% par an. Simplement comme on peut voir pardon, sur les 10 dernières années, le chiffre d'affaires est en baisse. Pourquoi? Parce que leur carnet de commandes en fait se décale, parce qu'il y a des événements, géopolitiques comme vous pouvez suivre avec par exemple le Moyen-Orient qui font que, les principaux acheteurs d'usines de dessalement, se retrouvent à décaler leur carnet de commandes vu que, en ce moment ils se prennent des bombes sur la gueule. Donc forcément ils vont pas construire une nouvelle usine alors qu'il y a l'Iran qui menace d'envoyer un drone Shahed dessus, et que ça foutrait tous les projets en l'air. Donc, actuellement, le carnet de commandes dégrossit pour Energy Recovery. Enfin, il est toujours le même, mais il est juste décalé. Ce qui fait que les prévisions pour 2026, le chiffre d'affaires va passer à 90 millions d'euros, ce qui est un retour globalement à l'année 2020. Voilà, donc en fait, le chiffre d'affaires fait un retour de 5 ans en arrière, et c'est la principale cause qui ne plaît pas aux investisseurs et qui fait que l'action baisse en bourse. Une fois qu'on a parlé de ça, comme vous pouvez le voir, quand on regarde les prévisions pour le chiffre d'affaires futur, en fait, ça va tout simplement repartir à la hausse, hein, parce que le besoin en eau, il va pas disparaître. Et étant donné que toutes les usines qui sont commandées actuellement, 90% d'entre elles sont par osmose inverse, et que 90% d'entre elles commandent via Energy Recovery, ça fait qu'en fait l'entreprise va tout simplement récupérer ce chiffre d'affaires dans les années à venir. Et comme on peut voir, en 2029, le chiffre d'affaires est prévu d'exploser pour passer à 275 millions d'euros, enfin de dollars, mais ce qui est juste énorme. En ce qui concerne les bénéfices, comme on voit, c'est une entreprise qui est rentable.
Elle dégage, des bénéfices, bah, chaque année. Alors évidemment, il y a eu une petite période, comme on voit par le passé, où elle était négative et ça risque d'être le cas d'ailleurs pour cette année, étant donné qu'ils vont faire un chiffre d'affaires moins important, alors qu'ils continuent d'investir massivement. Mais on voit que, bah, par rapport à son chiffre d'affaires, elle dégage quand même de beaux bénéfices, ce qui est très intéressant pour les actionnaires. Et en termes de free cash flow, bah, c'est pareil. Globalement, l'entreprise dispose de très bons free cash flow. Alors on voit qu'il y a eu une année avec un énorme pic. Je ne saurais pas expliquer, quelle est la raison, si c'est un truc comptable ou pas, mais si on s'intéresse en tout cas, aux 10 dernières années, bah, comme on peut voir, elle dispose vraiment d'une grosse réserve de cash, ce qui fait qu'elle est plutôt sereine. En termes d'activité, bon, bah, elle dépend exclusivement du segment de l'eau, sachant que dans ce segment, il me semble qu'il y a à peu près, 60 qui va pour les usines de dessalement et 40 qui va pour, les eaux polluées tout simplement. Et par contre, en termes de clients, bah, elle dépend énormément de l'Afrique et du Moyen-Orient, comme on peut voir. Sachant que la part d'autres acteurs va sûrement augmenter dans le futur parce que, bah, comme vous le savez, actuellement, c'était des pays très secs, comme le Moyen-Orient qui avaient besoin d'avoir ces usines de dessalement. Sauf que des pays, enfin, des pays deviennent de plus en plus secs. Et donc, des pays comme par exemple la Chine, l'Amérique latine, même des pays en Europe comme l'Espagne, font déjà appel et commencent à faire appel aux usines de dessalement pour produire de l'eau potable. En termes de marge, on est sur un 63% de marge brute, c'est ce que j'expliquais avant, donc c'est énorme. La marge nette, elle est quand même vachement plus basse parce qu'elle est de 15%. Là où je vois une bonne nouvelle, c'est que qui dit marge nette et marge brute avec un tel écart, dit que la marge nette peut facilement être augmentée si on fait des efforts dessus. Et donc, en fait, on peut facilement augmenter la marge nette pour la passer à plus de 20%. Et d'ailleurs, comme on voit par le passé, il y a des années où elle était à plus de 30%. Donc, je pense qu'il y a vraiment un potentiel, une carte à jouer en tout cas là-dessus. Bien qu'à mon avis, cette année, la marge nette va peut-être baisser, bah, vu que le carnet de commandes se déremplit. Mais bah, c'est quand même des belles marges. En ce qui concerne les retours sur capitaux, moi je regarde le ROIC. Donc comme on voit, le ROIC il est de 14%. Donc pour moi un ROIC de 14% dans un secteur industriel, c'est plutôt un ROIC très intéressant, hein, c'est un bon ROIC. En ce qui concerne les dépenses, comme on voit, les CAPEX sont d'à peu près 7%. En fait, c'est une entreprise qui dépense surtout dans l'investissement de recherche, enfin dans sa recherche et développement tout simplement avec 44%. Donc c'est une entreprise qui investit pour son futur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne le cash par rapport à la dette, comme vous pouvez voir, bah, l'entreprise, elle a 50 millions de cash de trésorerie net, donc c'est-à-dire en enlevant justement les coûts de développement, enfin de recherche et développement et les capex. Actuellement, elle a 50 millions, ce qui fait qu'elle pourrait rembourser sa dette de 8 millions instantanément. Donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle, ce qui fait que malgré que le carnet de commandes se décale, eh ben, elle n'est pas en danger immédiat de faire faillite et elle a même à peu près 2 ou 3 ans d'autonomie grâce à sa réserve de cash. En termes d'actions en circulation, comme on voit, elle a fait quelques rachats d'actions, mais c'est pas grand-chose, donc bon, rien d'exceptionnel. Elle verse pas de dividendes non plus, donc on peut espérer que les actions, quand elle générera plus de cash, bah, qu'elle rachète plus d'actions pour faire augmenter aussi artificiellement son cours de bourse. Et en termes de tout ce qui est, donc par exemple employés, bon, bah, on voit qu'elle a à peu près un chiffre stable, même s'il y a un peu moins d'employés dernièrement. Mais c'est comme c'est une petite boîte, il y a que 230 employés, donc vraiment, comme je disais, c'est vraiment une small cap. En ce qui concerne les résultats, alors d'après Bagger, l'objectif de prix en 2027, il est, bah, comme on voit, la prévision la plus basse, elle est de 50%, donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous l'achetez d'après Bagger, vous avez, bah, elle devrait augmenter de 50% en 2027. Moi, personnellement, je me méfie de ces choses-là parce que bah, on n'est pas à l'abri d'avoir encore des mauvaises nouvelles sur le carnet de commandes, ce qui fait que l'entreprise peut toujours baisser encore d'ici 1 voire 2 ans. C'est pas impossible. Et donc, c'est une entreprise où si jamais vous l'achetez, il faut s'attendre à ce qu'elle puisse baisser encore. Prévision du chiffre d'affaires, bon bah on l'a vu avant, mais comme on voit, bah, ça va baisser, mais pour finalement réaugmenter quasiment de manière exponentielle en 2029. Et bah, du coup, les prévisions des earnings per share va suivre cette tendance. En ce qui concerne la surprise des earnings per share, bon bah c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que comme ça dépend vraiment du carnet de commandes, comme vous voyez, il y a des fois où vous allez faire plus 100% par rapport à ce qui était prévu, et bah là dernièrement, moins 130% par rapport à ce qui était imaginé. Donc voilà, actuellement c'est un peu les montagnes russes, et c'est vraiment le gros souci de cette boîte, c'est qu'elle est assez cyclique et qu'elle dépend beaucoup de tout de tous ces contrats-là, quoi, tout simplement. Alors on passe maintenant brièvement sur la partie société. Je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait, bah, en gros, je voulais résumer dans le début de la vidéo avec mes schémas. Je vous invite, si jamais vous avez Bagger, à aller directement lire tout ce qu'il y a là. Et vous pouvez d'ailleurs aussi lire une thèse qui a été
qui est assez intéressante, qui a été développée, par un abonné bagueur. Donc moi j'avais lu vite fait, même si pour le coup bah, ça rejoint à peu près ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, avec la thématique qui est quand même qui a le vent en poupe. Et on va passer donc directement à la valorisation. Donc moi j'estime, en me basant, sur le passé, donc avec une croissance du free cash flow qui a été à peu près de 15 par an, j'ai mis donc une croissance de 15 avec un multiple final de 30 qui est légèrement plus bas que sa moyenne à 10 ans. Donc la moyenne à 10 ans qui est de 34. Et comme on peut voir, bah, en faisant cette prévision-là, bah, le rendement il est tout juste énormissime parce qu'en fait l'action va prendre plus de 200% de valeur par rapport à ce qu'elle est actuellement, par rapport à ce qu'elle vaut, ce qui fait une moyenne à peu près de rendement de 30% par an. C'est juste énorme. Alors, la marge de sécurité, bah, pareil, elle est de 53%, donc vraiment c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, bah, si on regarde la matrice comme on voit, la matrice elle est en vert partout, ce qui est quand même un très bon indicateur, et qui veut dire qu'en fait, bah, l'action au prix actuel, par rapport aux prévisions futures, elle est vraiment considérée comme sous-évaluée. Là, c'est un scénario qu'on va dire est standard, voire optimiste. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, si jamais le scénario finalement est moins optimiste que ça? Et comme vous pouvez voir, si imaginons je mets la moitié de croissance de free cash flow par action, en restant à ce multiple-là, on est quand même à 21 $, ce qui fait une croissance encore de 21%. Et si on baisse le multiple final, imaginons à 25, on est quand même à 17, voire 18 $, ce qui fait que l'action prendrait quasiment 100% d'ici 2031, même en prenant un scénario qui est quand même, on va dire, je vais pas dire pessimiste, mais qui est quand même en dessous de ce qui est attendu. Donc voilà, personnellement, comme j'ai dit, moi je me base en tout cas sur une croissance de 15% de croissance du free cash flow par an. Ça me paraît pas être trop optimiste étant donné que c'est une thématique qui a le vent en poupe, que le carnet de commandes s'est décalé, donc ça risque d'exploser dans les années à venir. Et si on se base sur tout ce qui est métrique, donc par exemple le PE ratio, le PE actuel donc est estimé à 20. Alors avec un forward PE qui évidemment va augmenter d'un seul coup parce que bah, le chiffre d'affaires va baisser, mais si on se base sur les années futures, en 2029, le PE serait au prix actuel de moins de 6. Je veux dire, c'est un peu une folie. Payer une action aussi peu chère quand on voit la croissance qu'elle peut avoir dans les années à venir, pour moi c'est presque une anomalie de marché. Alors certes, il y a eu des mauvaises nouvelles, et on va les voir après, il y a eu quand même une accumulation de mauvaises nouvelles, mais pour une entreprise qui a cette santé financière-là et ces prévisions-là, je trouve que, elle est vraiment, elle se paye pas cher, quoi. Et d'ailleurs, si on regarde par rapport à son historique, le PE médian est de 50, donc elle se paye moitié moins que son PE historique, ce qui fait que simplement si elle récupérait son PE médian, elle ferait x2, ce qui est tout simplement, assez impressionnant. Et bah, pour tous les autres ratios d'ailleurs, comme on voit, elle se paye vraiment moins cher que ce qu'elle s'est payée historiquement. Maintenant qu'on a vu les chiffres, on va passer au point de vigilance de cette action, parce que même si je viens d'exposer quelque chose qui paraissait, on va dire, très beau et très optimiste, il y a quand même des points de vigilance. Tout d'abord, bah, elle dépend d'un seul produit, elle vend qu'un seul truc, donc c'est vraiment une entreprise de niche. Aussi, il faut se méfier des nouvelles technologies. Alors même si pour l'instant, la technologie d'osmose inverse, elle vend en poupe, et comme vous allez le voir, a priori pour les 5 à 10 prochaines années, ça va être le cas. On ne sait jamais dans ces secteurs-là, il faut toujours se méfier des nouveaux arrivants. Ensuite, bah, le problème, c'est que son chiffre d'affaires dépend à moitié du Moyen-Orient en ce moment, donc bah, il va falloir se diversifier et miser sur les nouveaux contrats qui vont émerger en Chine et dans les autres pays. Actuellement, elle dépend aussi à 60% du dessalement, ce qui fait que bon, bah, c'est quand même une part de marché qui est à pas négliger, et qu'il faudrait quand même qu'elle arrive aussi à miser sur les eaux usées dans le futur pour varier un peu son cycle d'activité. Et pour finir, bah, elle est très cyclique. On l'a vu dans le chiffre d'affaires, c'est une boîte qui, même si elle monte sur le long terme, elle a quand même des périodes de creux, et donc il faut se méfier de ces fameux cycles. En ce qui concerne les mauvaises nouvelles qui alimentent la baisse, et c'est les raisons pour lesquelles bah, cette action a baissé beaucoup dernièrement. Tout d'abord, il y a la guerre au Moyen-Orient qui a fait que ça a décalé les projets, et donc son chiffre d'affaires pour les 1 à 2 ans à venir a été décalé. Donc ça, bah, c'est des mauvaises nouvelles. Sur le momentum, c'est pas bon. La perte nette au Q1 2026, donc ça pareil, bah, c'est un mauvais indicateur, hein, forcément ça fait pas plaisir. Heureusement elle a du cash disponible, mais c'est quand même problématique, parce que ça veut dire que pour l'instant, au Q1 2026, elle n'a pas été rentable.
Ce qui fait que, bah, l'entreprise, du coup, n'a plus de guidance pour 2026. Ils ont retiré leur guidance et leurs prévisions, donc bah, malheureusement, on navigue un peu, sans trop savoir vers où on va, même si bon, on a quand même une idée du backlog, mais pour 2026, on ne sait pas les prévisions des Indes per par l'entreprise. L'abandon de son secteur CO2, en fait, c'était, un secteur d'activité dans lequel elle voulait se diversifier qui finalement, n'a rien donné, donc ils ont préféré couper, plutôt que de s'acharner là-dedans. Ça, on peut le voir comme une bonne nouvelle si on se dit qu'au final, ils ont coupé des pertes, parce que ça marchait pas, plutôt que de s'entêter à mettre de l'argent dans quelque chose qui marche pas. Mais forcément, bah, ça fait une diversification potentielle en moins. Et pour finir, la dernière mauvaise nouvelle qui a fait qu'elle a perdu 20 depuis que moi je l'ai acheté, c'est que le PDG a annoncé sa retraite et il y a eu la démission du CFO. Alors, le PDG, il faut savoir qu'il avait 64 ans, donc c'est pas non plus un scandale s'il prend sa retraite. Il arrive juste à l'âge auquel il peut prendre sa retraite. Et bah, en soi, il a le droit, hein, il a le droit de prendre sa retraite, évidemment. Donc pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le CFO a démissionné. Est-ce que c'est parce qu'il allait pas être nommé nouveau PDG alors qu'il voulait prétendre à cette place-là? On ne sait pas, mais en tout cas, bah, c'est les deux vraiment dernières nouvelles qui ont fait que l'action a encore perdu en bourse. Cela dit, il y a quand même des bonnes nouvelles, et des très bonnes nouvelles selon moi. D'abord, elle a une grosse réserve de cash, elle a très peu de dettes. La technologie qu'elle possède est une technologie de pointe pour au moins les 5 à 10 prochaines années, si ce n'est pas plus, parce que bah, potentiellement, peut-être qu'on trouvera jamais une technologie aussi efficace pour le dessalement. Ce qui fait que aussi, bah, pour les nouveaux projets à venir, la majorité, enfin la quasi-totalité va utiliser cette technologie-là, et donc va faire appel à Energy Recovery pour installer cette technologie. Et le gros avantage aussi qui est à venir, c'est que ben, avec le réchauffement climatique, alors ça, bah, c'est malheureux, mais malheureusement, on n'a pas le, enfin, c'est ça, on peut rien y faire. Mais il y a de plus en plus de zones géographiques qui n'étaient pas forcément touchées par des problèmes de sécheresse et de manque d'eau, qui vont être obligés de faire appel à des usines de dessalement, parce que maintenant, ils n'arrivent plus à couvrir leurs besoins en eau. Donc, bah, forcément, pour une entreprise comme Energy Recovery, c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, les derniers chiffres à retenir, c'est qu'elle a 90% de part de marché dans ces tubes de pression à osmose inverse. Elle a 64% de marge brute, ce qui est très bon. Elle a un ratio de dette sur EBITDA qui est négatif, c'est-à-dire qu'elle rembourse sa dette instantanément si elle veut. Sa croissance du chiffre d'affaires, elle a quand même été de 149% sur les 10 dernières années, ce qui fait qu'on voit que c'est une entreprise qui est vraiment en forte croissance. Et pour finir, bah, elle a 50,1 millions de trésorerie nette d'investissement. Donc bah, pareil, elle a une trésorerie qui par rapport à sa taille, c'est juste tout simplement très très bon. Donc pour conclure avec cette action, alors je pense que vous l'avez compris dès le départ, mais pour moi c'est vraiment une action qui a un fort potentiel. Donc c'est une action bah, qui est cyclique. Et comme on a vu, bah, en général, une action cyclique, il faut l'acheter en bas de cycle. Et actuellement, bah, ça me paraît être le bas de cycle. Ça peut encore baisser, évidemment, parce qu'on n'est pas à l'abri que le carnet de commandes soit encore décalé. Mais je pense que clairement, il y a de belles choses à faire avec cette entreprise. Ensuite, on a une bonne marge de sécurité, comme on a vu. Si le scénario des 15% que j'ai évalué se produit, bah, on a une marge de sécurité qui est de 50%, donc c'est très bien. Ce qui ferait qu'elle aurait un prix juste de 30,77 $ par rapport aux 8 $ à laquelle on paye actuellement, bah, ce serait juste une aubaine, hein, tout simplement. En plus de ça, bah, c'est une thématique avec le vent en poupe. Clairement, bah, le gros avantage qu'on a avec la thématique de l'eau, c'est que c'est une énergie qui est indispensable et qu'on en aura besoin de plus en plus dans le futur. Donc il n'y a aucun risque a priori qu'il y ait une autre technologie qui la remplace vu que c'est un besoin vital. Le dernier warning que je mettrai pour finir cette vidéo, c'est qu'il faut faire quand même gaffe parce que on sait que quand on achète une action qui baisse, elle peut encore baisser. Donc il faut que, enfin, la probabilité de choper le point bas quand on achète une action qui baisse, c'est quand même très très faible. Donc voilà, moi personnellement, j'ai acheté cette entreprise en me disant qu'elle pouvait encore baisser. Elle a pris moins 20% depuis que je l'ai achetée. Elle peut encore prendre moins 20%. Ça me fait pas forcément peur parce que je pense que je suis assez confiant sur la façon dont elle va se redresser. Mais clairement, si vous achetez une boîte comme ça, il faut l'acheter pour du moyen terme. Il faut pas juste l'acheter en se disant que dans un an, elle aura remonté parce que ce sera peut-être pas le cas. Voilà, en tout cas, c'était pas un conseil d'investissement. J'espère quand même que cette vidéo vous aura permis de découvrir cette entreprise, qui est vraiment une entreprise de niche. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissiez avant. Et puis, bah, si enfin, qu'est-ce que vous pensez, si pour vous c'est une opportunité ou pas. Donc laissez-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Thomas d'Optimizone. Salut!